c'est à la suite d'un gros conflit avec la municipalité neuchâteloise qu'on a tous démissionné au centre de loisirs de Neuchâtel et on s'est tous trouvés à un moment donné sans travail. Et c'est sûr, et un peu le hasard qui a fait, et des rencontres qui a fait que je suis arrivé à Lausanne. Et je suis venu visiter le centre de loisirs des Bergières. Et c'est un abri anti-atomique, donc c'est pas vraiment très drôle comme espace. Et je me suis dit, mais jamais je vais pouvoir travailler là. Pas de fenêtre, rien du tout. Hein. Puis, j'y ai passé 20 ans. Notre rôle, c'est de permettre l'ouverture, la création, la propre prise en charge par eux-mêmes des choses, la co-gestion, c'est comme ça qu'on fonctionnait. On partageait. D'ailleurs, quand je suis arrivé aux Bergères, j'étais tout seul animateur. Donc il fallait bien s'appuyer sur quelque chose ou sur quelqu'un pour pouvoir avancer. Et moi, j'ai beaucoup travaillé en collaboration et en co-gestion avec les ados. On a tout mis en place ensemble. Tout seul, je ne pouvais rien faire. Donc c'est en 81, il y a eu toute la phase de Lausanne Bouge. Alors, Lausanne Bouge, on y a aussi été impliqué énormément, ce qui a failli valoir ma place d'ailleurs. J'ai eu pas mal de remarques parce qu'évidemment, quand on travaillait avec des ados et des jeunes, ils étaient concernés et nous, on l'était avec eux. Et le besoin de liberté à l'époque à Lausanne, il était là, il était fort. Parce que c'était une ville très très policée. Et au moment, et un peu avant 80, on avait par exemple des descentes de police de 2 à 3 fois par semaine, quand on était ouvert à l'accueil tout simplement. Et c'est vrai que c'était une période assez étonnante. Enfin, pour moi qui venais de Neuchâtel, on était quand même beaucoup plus libre par rapport à ça. Et quand on travaillait avec des ados, ici sur Lausanne, c'était étouffant. Et ça a eu cette envie de s'ouvrir, de vivre, quoi, et de montrer qu'on existait en tant que jeune. Donc nous, on a vu arriver ça aussi en tant qu'institution. Donc il y avait institution centre de loisirs. Et c'était un peu compliqué entre la municipalité et les institutions comme nous, parce que, étant vraiment confrontés à ça avec les jeunes qu'on avait là, et subventionnés par la municipalité, évidemment, ça devenait assez compliqué. Lausanne Bouge, depuis les institutions, on l'a vécu comme ça, quoi. On devait se cacher un peu dans notre participation à ces manifestations. C'était assez intéressant, c'était toute cette phase punk aussi, hein, donc de nos futurs, etc. C'était des moments passionnants à vivre parce qu'il y avait de la revendication, il y avait quelque chose de vivant, tout en voyant quand même une désillusion de la vie des jeunes à ce moment-là. Et c'est de là qu'on a commencé les concerts, le samedi soir, des concerts rock. C'est de là aussi qu'a démarré le Regional Rock. Hop! Yeah! Hop! J'ai eu beaucoup de chance d'arriver particulièrement à Pôle Sud et de fonctionner de façon très 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 démocratique au niveau du colloque, au niveau des prises de décision. Il y a un respect mutuel. Il n'y a jamais personne qui a essayé de prendre le pouvoir et chacun respecte les secteurs. Au niveau de l'atelier informatique, on appelle de nouveau ça un atelier, mais c'est un lieu vraiment très très intéressant au niveau des personnes qui fréquentent ce lieu, parce qu'on a vraiment un mélange de toutes sortes de personnalités qui peuvent profiter de cette technologie qui est quand même chère et qui n'est pas forcément disponible pour tout le monde. C'est le lieu qu'on partage tous en commun. On y passe tous, donc on connaît, c'est le lieu, on connaît un peu tous les mêmes personnes
Parce que pour le reste des secteurs, c'est vrai qu'on a quand même chacun un certain type de public, mais ce qui ne veut pas dire que ce public-là passe aussi d'un secteur à l'autre. On a des gens de la poterie qui vont aller à des soirées piments glacés ou qui vont aller aux Visions du Nouveau Monde, par exemple. Ou parfois, ça arrive aussi qu'il y ait des gens des côtes français qui arrivent à l'atelier poterie, ce que je préconise beaucoup au niveau de la pratique du français. Le but aussi, c'est de lutter contre l'isolement, contre l'exclusion sociale. Et c'est vrai qu'on a aussi régulièrement intégré des personnes qui avaient, entre guillemets, quelques problèmes psychiatriques ou autres, qui ont toujours été bien reçues par tout le monde, à moins qu'elles soient vraiment trop problématiques, mais dans ces cas-là, on ne les voit pas passer plusieurs années. On est mandaté par la ville aussi pour répondre aux besoins des parents d'une garde d'enfants, entre guillemets, pendant les vacances, par exemple, et les mercredis après-midi. J'ai aussi constaté avec mon expérience que les enfants ont besoin vraiment de s'aérer la tête, de pouvoir bouger, de pouvoir crier, de pouvoir courir. Parce que dans notre ville, dans nos villes, on est tout le temps en train de leur dire « il ne faut pas courir, il ne faut pas crier », alors qu'il y a du bruit partout, hein. Il y a des bruits de voitures, etc. Au terme de ma formation à l'école sociale, j'avais choisi le thème « le rôle des animaux dans le développement des enfants ». Parce que c'est aussi quelque chose qui a fait partie de ma vie d'enfant, qui m'a beaucoup aidée lors de difficultés familiales ou scolaires. C'était un peu le refuge, être dehors, être avec des animaux. Et j'ai remarqué que les enfants vraiment avaient beaucoup d'attirance pour les animaux. Donc j'ai fait ce travail de mémoire en allant visiter les fermes pédagogiques, parce que c'était aussi toujours mon rêve, entre guillemets, de créer une ferme pédagogique. En 1995, j'ai pu réaliser mon rêve et partir habiter à la campagne avec mes filles et prendre des chevaux et un âne à la maison. Et ce qui m'avait toujours frappé aussi autour de ces animaux, c'est que c'était vraiment, il fallait avoir beaucoup d'argent pour organiser des sorties d'enfants. Si on veut faire de l'équitation, ça coûte très très cher. La moindre activité avec des ânes ou des chevaux, si on doit la pratiquer ailleurs, elle coûte très très cher. Or, comme j'avais ces bêtes à la maison, je me suis dit, c'est aussi l'occasion d'ouvrir, de faire venir ces enfants dans ce lieu et de pouvoir profiter des enfants de tout quartier, de toute classe sociale qui puissent profiter aussi de connaître un peu ce plaisir d'être avec des ânes, avec des chevaux. À l'époque, quelques animateurs qu'on était, Noël Pitlou pour Pôle Sud et moi-même pour les Bossons, on a lancé le projet de créer un terrain d'aventure à Lausanne. Et on a fait les premières semaines, c'était intéressant, on a fait des premières semaines de vacances, style terrain d'aventure, dans le jardin Le premier vraiment événement terrain d'aventure qu'on a fait, c'était dans le jardin potager de la Maison du Désert qui va ouvrir cet automne comme maison de maître et qui est devenue maintenant une maison de quartier. Et dans ce potager-là, on a pu obtenir par la ville l'autorisation de l'utiliser. C'était un terrain à l'abandon et on a fait 2 semaines de terrain d'aventure, absolument un peu improvisé et provisoire. Et de cette idée-là, de cette expérience est née une association, Terrain d'aventure à Lausanne, qui finalement a obtenu un terrain un peu en dessous de la Maison du Désert. Malheureusement, le verger qu'on avait nous convoité, il était déjà échangé, c'était prévu qu'on y construise des immeubles, toutes ces choses-là, mais le pré de vache qui était en dessous vers la forêt, qui n'était pas vraiment constructible, grâce au soutien des personnes de la ville, nous sommes notamment M. Maudou, qui gérait les places de jeu de l'époque, et un des forestiers de la ville aussi, qui a soutenu ce projet, qui nous a proposé ce terrain-là, et l'association elle a pu obtenir ce terrain pour y construire le premier terrain d'aventure à Lausanne. Sur un terrain d'aventure, ce qui est important quand même, c'est cet élément un petit peu, comment on pourrait dire, cet élément un peu fermé. Fermé sur l'extérieur, pas pour les enfants ne sortent pas.
c'est pas ça du tout, mais pour que le monde de l'adulte n'y rentre pas. En fait, c'est vraiment de donner à l'enfant cette possibilité d'avoir une zone où il peut, de son propre chef, de son propre imaginaire, construire, imaginer des choses, vivre des choses avec ses copains, même se bagarrer parfois, s'il en a besoin, se confronter avec les autres de son âge, les garçons, les filles, s'approprier du terrain, mais peut-être aussi devoir le partager, mais peut-être aussi devoir le négocier avec les autres, et d'avoir une zone donc où il est vraiment dans le monde de l'enfant, il peut s'expérimenter sans que l'adulte intervienne d'une manière trop forte, et aussi pour qu'il retrouve son ambiance d'enfant quand il revient dans une semaine. On va ouvrir cet été le 2e terrain d'aventure à Lausanne, et qui est en fait un exemple intéressant comme un mal peut amener un bien, si je peux dire ça comme ça, puisqu'on a perdu à un moment donné, le terrain d'aventure de Pierre Fleur a perdu la moitié du terrain qu'ils utilisaient. On n'est pas tous tout à fait d'accord de quelle manière ce terrain appartenait ou pas au terrain d'aventure, donc on a des visions un peu différentes entre le politique et nous qui étions impliqués à l'époque là-dedans. Mais en fait, on a perdu la moitié du terrain pour construire une école pour des enfants en difficulté, ce qui est une bonne chose en soi, mais du coup, le terrain étant déjà débordé, très utilisé par beaucoup d'enfants, surtout pendant les vacances d'été, la municipalité, en contrepartie, s'est engagée de favoriser la création d'un 2e terrain d'aventure, et qui aboutit aujourd'hui, cet été, avec la création du terrain d'aventure de Malais, qui, par chance, en a obtenu le soutien pour qu'il puisse être ouvert à l'année et pas seulement pendant la belle période, mois de mai au mois d'octobre. Parce qu'en fait, les enfants, l'hiver, ils continuent d'exister, de respirer et de pouvoir aller dehors. Alors moi, j'ai commencé au conseil communal en 96, je suis entrée en 96, et on peut dire qu'au sein du conseil communal, le métier de l'animation, les centres, qu'on appelait centres de loisirs à l'époque, étaient très déconsidérés. C'était vraiment de l'argent qui était gaspillé pour soutenir ces projets-là. Et on a dû beaucoup faire pour vraiment obtenir des choses. Par exemple, le préavis pour la création du centre des quartiers Malais-Montély, il est sorti, je crois qu'en 98, avec un poste, ,2. Donc, et il allait avoir 2 lieux de travail. Donc, c'était impossible. Le premier terrain d'aventure, celui de Pierre Fleur, est sorti dans le même préavis, sans poste de travail. Donc, nous, à Malais-Montély, parce que je faisais partie de celles qui ont lancé l'idée de ce centre, surtout avec quelqu'un qui a beaucoup œuvré aussi, Georges Morer. 2 ans plus tôt, la directrice de la municipalité qui s'occupait de ce dossier-là, Madame Cohen-Dumani, nous a dit que si nous, on animait ce centre, on allait pouvoir ouvrir et louer le local qui était déjà prêt. Et nous, on a dit, mais nous, on ne sait pas faire ça. Alors, je lui ai dit, si vous voulez, je vous installe un laboratoire. Moi, j'étais laborantine médicale à l'époque. Je vous installe un laboratoire, ça, je sais faire. Mais l'animation socioculturelle, bon, on ne parlait pas d'animation socioculturelle, mais on parlait d'animation tout court. On ne sait pas. Par contre, on sera bénévole autour d'un projet où il y aura un professionnel. Et finalement, le projet est venu 2 ans plus tard. Donc, c'est-à-dire qu'il a fallu se battre pour que déjà la question d'un professionnel soit acceptée. Et ça me semblait indispensable qu'un centre ne naisse pas sans poste de travail. C'était un précédent qu'on ne pouvait pas avoir, parce que sinon, ça veut dire que l'activité du professionnel est complètement déconsidérée, il ne sert à rien. Si n'importe quel bénévole qui ne connaît rien peut faire ce travail, ça veut dire que ce travail n'est pas reconnu. L'importance des centres, moi je trouve que c'est très important, parce que c'est dans un monde qui devient de plus en plus globalisé, les gens ont besoin de plus en plus de choses à côté de chez eux. On a besoin de choses à côté de chez nous, qui nous permettent d'être toujours terre à terre.
les pieds sur terre. Et les centres ont ce rôle à jouer. Ils permettent aux gens d'être là, de faire des choses chez eux, de faire des choses en bas de chez eux. C'est ça que je disais toujours au conseil communal. Les gens ont besoin de choses en bas de chez eux, pas à l'autre bout de la ville, pas à l'autre bout du pays. On a besoin de choses proches. Ça nous rapproche. Et c'est ça qui est important. La formation d'animateurs socioculturels ou des autres travailleurs sociaux est très intéressante parce que c'est une profession duale. C'est-à-dire que les gens ont des périodes théoriques, d'apprentissage théorique et d'autres sur le terrain. De ce fait-là, nous sommes plusieurs animateurs socioculturels, avoir fait être praticien formateur, c'est-à-dire qu'on accueille des jeunes stagiaires pour une période de 5-6 mois et c'est extrêmement riche de les accueillir. Enfin, il y a une évolution du travail social, il y a une évolution aussi de la manière dont on en parle, les enseignements sont différents et je pense que de côtoyer des jeunes qui se posent des questions, qui essayent de se situer par rapport à ce métier, c'est toujours passionnant. Et il y a la remise en question, il y a le doute qui s'instaure aussi sur sa propre pratique. Les gens arrivent toujours, viennent un peu bouleversés de temps en temps, ont des questions qui peuvent nous chambouler, qui demandent des réponses. Il y a des mouvements sociaux différents actuellement qui se mettent en place en relation par rapport à ceux qui existaient dans les années 70, 80. C'est des mouvements qui sont moins marqués par une idéologie, mais c'est des mouvements qui sont en relation avec l'environnement, qui sont en relation avec l'urbanisme, qui sont plus en relation avec les changements des microcosmes. Donc voilà, il y a une autre manière de militer, mais elle existe encore. Donc en tant qu'animateur, je pense qu'il faut qu'il y ait une certaine transition entre la nouvelle génération, des gens de mon âge ou des gens qui ont une cinquantaine d'années, pour qu'ils arrivent à se comprendre et à voir de quelle manière une dynamique puisse se poursuivre en ayant toujours en arrière-fond l'idée qu'on peut changer des choses dans cette société et qu'on n'est pas seulement là pour contrôler. Alors il y a un risque d'institutionnalisation des maisons de quartier, des centres socioculturels, et je pense qu'il faut, c'est à la nouvelle génération de se battre pour qu'ils continuent à sortir de leurs murs, qu'ils continuent des fois à déranger, à travailler pour la transformation de certaines habitudes. Je pense que la société peut toujours s'améliorer. Donc, si on veut maintenir les conditions quand même assez bonnes qui existent quand même en Suisse, il faut continuer à se battre. On voit que le néolibéralisme est très fort. Il faut que ce soit des syndicats, que ce soit d'autres mouvements sociaux qui existent pour qu'on puisse maintenir nos acquis. L'animation socioculturelle, à travers ses différentes actions transversales, se pose sur 3 piliers. Le champ social, le champ culturel, le champ politique. Alors je dirais que dans le champ social, l'animation socioculturelle vise à ce que chacun puisse accéder à ses droits fondamentaux et à l'intégration sociale. Mais aussi, elle vise par ses différentes activités à construire, à créer de la solidarité et à lutter contre toute forme d'inégalité. Sur le plan culturel, je dirais que l'animation socioculturelle vise à mettre en lumière les cultures, mais aussi la multiplicité des talents. Il me vient d'ailleurs à l'esprit une formule de Malraux qui disait « mais finalement nous sommes tous producteurs de culture ». L'animation, c'est aussi ça. Au niveau de la culture, c'est aussi permettre à tout un chacun d'accéder à la culture avec un grand C, aux différentes formes d'art, qu'elles soient classiques ou qu'elles soient émergentes. La culture au sens de l'animation socioculturelle est avant tout une force émancipatrice. Elle doit viser à ce que chacun puisse développer une éducation critique, une vision critique
de la société et des rapports de force qu'il y a au sein de la société. Et j'en viens justement à l'autre champ, puisque je disais qu'il y avait 3 champs, c'est le champ politique. L'animation socioculturelle, qu'est-ce qu'elle fait ? Finalement, elle incite les habitants d'être les acteurs, de leur quartier, de leur cité. Donc, à côté des dispositifs traditionnels, l'animation socioculturelle vise à développer ce qu'on appelle la démocratie participative. Et donc, dès lors que l'on considère l'habitant comme un acteur citoyen, cela postule que l'animation socioculturelle va les accompagner dans leurs initiatives citoyennes pour améliorer leur cadre de vie, pour créer du vivre ensemble, mais aussi pour se faire entendre auprès du politique sur des initiatives qui iraient à l'encontre du cadre de vie dans lequel ils, eux, vivent au quotidien. La plus belle façon de comprendre le travail, parce que moi je vais être modeste par rapport à eux, je veux dire que, certes, je suis peut-être le directeur de la FASL, mais sans le terrain, je ne suis rien. C'est eux qui font le travail. Et donc, ma plus belle récompense, je dirais, c'est quand je vais sur le terrain que je vois ce qui s'y réalise. Je dirais que j'ai toujours rencontré, depuis que j'ai commencé ce travail, des gens dans des conditions de vie extrêmement précaires. Mais mon travail par rapport à eux, à un moment donné, je pouvais faire tout à fait spontanément l'écrivain public. J'ai écrit des lettres extraordinaires que je n'oublierai jamais, avec des adresses dans les Caraïbes où c'était la 2e maison jaune après le garage. Puis j'ai dit, mais vous êtes sûr que ça arrive ? Oui, connaît. Bon, ok, j'espère, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, j'ai découvert des mondes extraordinaires. Maintenant, je ne peux plus le faire. Maintenant, alors il y a d'autres associations qui s'en occupent, mais c'est un peu payant. Et le rapport de confiance que je peux avoir avec des étudiants, il faut qu'il se recrée avec une autre personne. Tu vois, voilà, c'est l'évolution de la société. Et moi, j'espère qu'il y aura peut-être de nouveau une plus grande liberté d'action de nous, animateurs socioculturels, pour être des vrais agents de changement, tu vois, parce que quelque part, c'est pas quelque part, c'est toutes les parts, ça se referme un peu, tu vois. Et ça me chagrine beaucoup. Ça me fout en colère, mais au fond, ça me chagrine beaucoup. C'est vrai que ce qu'on a créé, ce que j'ai pu créer à l'intérieur de Pôle Sud, avec les autres enseignants, ça a été un soutien de toujours, parce que c'est vrai qu'à certains moments, je veux dire, tu disais, purée, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Où est-ce que je dois mettre mon énergie, tu vois ? Et ça fait partie de l'évolution du travail. C'est vrai que il y a plus d'énergie que tu mets maintenant pour arriver à être vraiment en lien avec les gens, c'est-à-dire avec le cœur de ce que je considère mon travail. J'ai cette habitude de créer des choses, alors maintenant, tu dois faire beaucoup plus de demandes, c'est beaucoup plus lourd, etc. Mais tu le fais quand même, parce que tu sais que c'est un plus pour tout le monde. Donc, c'est vrai que ça, c'est pratiquement dans mes gènes, quoi. C'est-à-dire que je ne peux pas considérer ma profession comme un fonctionnaire en attendant que tout me tombe tout cuit dans la bouche, quoi. Quand je disais au début, la création, c'est aussi ça. Et comme tu es en lien, et que c'est le but de ce métier, enfin, c'est un des fondements de ce métier, pas le but, mais un des fondements de ce métier, c'est d'être en lien avec les gens, de faire émerger leurs besoins. Et ça, c'est une grande phrase. Qu'est-ce que ça veut dire, tu vois ? Et après, quels sont aussi, à travers les besoins, j'ai besoin d'apprendre la langue du pays d'accueil
ok, ça se discute pas parce que la société est ainsi faite que si tu parles pas la langue, tu n'es pas autonome. Okay. L'évolution de l'idée de ce que doit être un cours par les institutions, entre autres pour tu vois, le service de l'État de Vaud pour les demandeurs d'emploi, ayant changé, nous n'avons plus de contrat et, depuis juillet 2016. Tu vois, c'est terminé. Ils nous ont coupé les vivres et ouais. Alors que la migration, comme tu sais, continue d'arriver, etc. Ils prétendent que c'est pas à eux à prendre ça en charge. Moi, j'ai toujours été quelqu'un d'assez engagé sur le plan syndical, mais aussi je me suis engagé dans la fondation pour essayer de défendre au mieux les intérêts des animateurs. J'étais délégué, à l'époque on faisait partie du comité de la fondation, donc j'étais délégué au comité et c'était extrêmement difficile. Je crois que depuis le début, la voix des animateurs a été très peu entendue. Le fait d'être salarié, d'avoir des bonnes conditions de travail suffisait pour qu'on puisse nous dire, bon, de toute façon, vous êtes bien payé, vous avez des bonnes conditions, donc c'est nous qui décidons de ce que vous allez faire, vous. On a un peu cette impression-là. Il y a un gros investissement de la ville dans les maisons de quartier, puisque, au fait, ça fait bien d'en faire maintenant. Et d'ailleurs, il y a des lieux où on n'a pas demandé de maison de quartier où il y en a, donc ce qui est un peu paradoxal. Et on peut... Moi, il me semble qu'on ne peut pas changer un centre socioculturel en maison de quartier comme ça. Que ça, c'est le fruit d'un processus, mais pas d'une décision d'en haut de parachuter des équipements dans les quartiers, quoi. Il y a une volonté d'avoir un retour sur investissement, puis si tu veux, de dire, on a mis 8-10 millions pour ça, donc il faut que maintenant que ça soit efficient, qu'on puisse contrôler un peu les activités là-dedans, parce que voilà. Donc, moi, je sens ce mouvement quand même qui est assez fort de retour sur investissement quand même de la part des autorités et de contrôle. Moi, je dis, si on entre dans la question du contrat de prestation, de dire, voilà, la ville veut qu'on fasse ça, et on dit, nous, voilà ce qu'on est d'accord de faire. Si on tombe là-dedans, pour moi, on n'est plus dans l'animation socioculturelle. On est dans autre chose. On est des prestataires de prestations, évidemment. Mais on n'est plus que ça. On va avoir un catalogue d'activités, puis on va présenter nos activités, puis dire... Et puis ça... Alors, ça peut avoir un certain sens. Alors, des centres aérés, des jeunes coordinations, etc. Ok, ça, c'est très utile. Je ne discute pas. Moi, j'en fais, je trouve ça très bien. Mais il faut qu'on ait de larges plages d'autonomie, tant pour les animateurs que pour les associations. Et puis que là puisse se développer la créativité de tous, et puis justement des gestions horizontales des équipements, des gestions horizontales des projets, etc. Mais qu'on ne soit pas soumis à un diktat communal, quoi. Enfin, ça joue pas. Enfin, il faut ces grands espaces de liberté pour que l'animation socioculturelle puisse se déployer. Sans ça... on ne parle plus de la même chose, on parle de, d'écoles, clubs Migros, de choses comme ça, qui ont probablement leur utilité, mais qui ne sont pas ce pourquoi j'ai été formé, quoi. Ce métier est magnifique à ce point de vue-là. C'est que d'abord on doit s'adapter constamment aux nouvelles générations qui arrivent, on bouge, on doit se remettre à l'ordre du jour avec les gamins qui débarquent, que ce soit des Suisses ou des étrangers ou des nouvelles cultures.
Et puis, il y a tous les mouvements sociaux aussi. Donc, c'est un métier où on doit constamment se remettre en question. Par bonheur, je pense que c'est toujours le cas, mais c'est peut-être moins généreux. On avait une formation permanente, constante dans ce métier, où on pouvait se former. On pouvait faire des demandes. Alors moi, je l'ai utilisé tout ce que j'ai pu parce que ça nous permettait de rester un peu à niveau et puis de compléter nos connaissances sur justement ces nouveaux mouvements qui arrivaient. Ça, c'était magnifique. J'ai adoré ce métier, j'y pense avec bonheur, mais comme dans toute vie, il y a des moments de rupture, de difficultés. Alors, il y en a eu plusieurs. Ça a été soit des conflits avec un comité, de gros conflits avec un comité, soit des conflits avec les collègues ou en équipe. Parce que c'est difficile de travailler en équipe quand on n'a pas de patron et qu'on doit trouver les solutions ensemble. C'est très délicat, c'est difficile, il y a des histoires de leadership, enfin... Et c'est ça, à un moment donné, qui soit n'avait pas été géré du tout, soit extrêmement mal réglé, qui m'a donné envie de donner mon congé. Mais désespérée, donc, très malheureuse. Ce que je n'ai jamais fait, finalement. J'ai essayé de gérer ma frustration, le côté négatif de la chose, pour essayer d'aller au-delà, et j'ai continué. Parce que je trouvais que c'était dommage de lâcher une profession que j'aimais tellement, simplement parce qu'il y avait des gros conflits entre les gens. Moi, j'ai trouvé autant c'est enrichissant, autant c'est un éteignoir. Moi, je sais que j'ai eu des périodes où j'ai été tellement frustrée de ne pas pouvoir lancer toutes les idées que j'avais. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais encore là? Je ne peux pas réaliser tout ce dont j'ai envie parce qu'on n'était pas... Il y avait tout le temps toutes sortes d'excuses. Puis on doit faire avec. Donc... ou avec des comités qui étaient à la fois nos patrons et pas nos patrons. Moi, je trouve que c'est extrêmement difficile à gérer. Et c'est parfois plus facile d'avoir un chef, effectivement. Quand on a un chef qui nous dit, voilà, c'est comme ça, pas autrement. Toi, tu bosses là, toi là. C'est plus facile, mais c'est difficile de travailler en équipe. Et c'est usant. Moi, j'ai trouvé ça très pénible. Ouais, mais enrichissant. Elle est là, c'est une composante magique de nos sociétés, elle est là. On est 6 personnes aujourd'hui dans une pièce, on est souvent 4 cultures, 5 cultures, 6 cultures. Le mélange, il est à la base, c'est l'ingrédient de base de l'animation culturelle, c'est justement de faire que les cultures et les personnes s'interpénètrent, puissent raconter leur richesse, parce qu'il y en a énormément, et puis on a plutôt tendance à la bafouer, à la laisser un peu en marge, parce qu'elle est un peu dérangeante des fois, mais aujourd'hui, la société dans laquelle on vit aujourd'hui, elle a des codes qui ne sont pas les mêmes d'il y a X années, même d'il y a 10 ans, mais parce que les gens sont arrivés, parce que les gens, ou bien parce que nous sommes partis aussi, puis nous sommes revenus avec des richesses supplémentaires, et puis sans nécessairement avoir cette dynamique de va-et-vient kilométrique, je dirais, il faut profiter on est là ensemble, et puis énormément de choses à créer ensemble. Des fois, on fait ressurgir cette richesse, et puis des fois, on la fomente un peu. Des fois, on est un peu créateur aussi. On crée des ponts, mais des fois, on est aussi un peu créateur de culture. Il y a toujours des cultures émergentes, et puis la nôtre en est une. Je ne vois pas pourquoi on serait juste que des passeurs. On est aussi des inventeurs, et puis derrière cette invention, pour autant qu'elle ne soit pas manipulatrice, ou pour autant qu'elle ait un sens, mais elle prend son sens parce qu'on s'emprunte des gens avec lesquels on travaille. Puis je pense que on ne trahit pas les gens, on ne les manipule pas, on fait pas de la politique. On en fait. Moi, j'ai l'impression que dans la rencontre avec les publics avec lesquels
j'ai travaillé dans l'animation socioculturelle, il y avait quelque chose qui était une sorte de force qui s'établissait et qui faisait que on était toujours plus fort que ce qu'on nous impose d'être, que les limitations que la société, que la structure, que la ville, que le canton, que tout ce qu'on veut, elles nous imposent. Elles sont là, elles sont fortes, et puis et je pense que c'est réagir à ça, c'est aussi une des missions de l'animation socioculturelle, c'est-à-dire que on passe à travers des époques où on formate les gens, on a envie de les avoir, de bien les cataloguer, et l'animation, elle doit permettre d'échapper à ça. Et si ça reste que sur le papier, c'est pas intéressant. Alors il y a toute une série de dynamiques, mais qui sont aussi dans la force de la rencontre des gens, qui font que tout à coup on dépasse ça. Et parfois on le fait de façon très effrontée, voire un petit peu clandestine, on s'en fout un peu. Je suis pas pour la permanence des idées, je n'ai pas une mentalité de fonctionnaire. Moi, il me faut plusieurs vies pour que je puisse exister. Il faut que j'ai plusieurs préoccupations dans la tête. Mon engagement dans la culture, il est consécutif à des rencontres avec des étudiants que j'ai eus, parce que j'avais développé un cours qui concernait les politiques culturelles. Et pourtant, je me souviens qu'en 1972, la Confédération, au travers d'un rapport qui s'appelait le rapport Clotu sur la situation de la culture en Suisse, considérait l'animation comme relevant du champ de la culture. Et avait dit, mais pourquoi les animateurs se forment dans des écoles sociales? Ils devraient se former ailleurs. Et au plan de la Confédération, qu'est-ce qu'on appelle la culture? On n'appelle pas la culture l'ensemble des façons de sentir, penser et agir, qui est une définition qui recouvre ce que c'est que la culture pour une société ou pour un groupe humain, mais plus prosaïquement de dire, dans le domaine de l'écrit, dans le domaine du parler, dans le domaine du chanter, dans le domaine du jouer, dans les arts plastiques, l'animation, ce serait la tranche de sensibilisation à ces disciplines pour les personnes qui ne sont pas encore adultes. Et le centre de loisirs, le centre de quartier, devrait avoir comme fonction d'être le lieu où on va faire toute une série d'apprentissages autour de l'écrit, autour du jouet, autour du... Voilà. Moi, ce que j'ai voulu faire en créant un cours de politique culturelle, c'est commencer par dire, pour chacun des États, quelle est la situation du droit dans ces États. Jusque dans un passé proche, la Suisse n'avait aucune base constitutionnelle concernant la culture. Il n'y a pas 10 ans qu'a été introduit dans la Constitution fédérale après de moult débats, un paragraphe dans un article de loi qui, là je suis un peu caricatural, met en évidence le fait que la culture c'est important, mais c'est dit de façon tellement générale que ça n'est pas contraignant du tout. Voilà, moi c'est quelque chose qui m'a redonné de l'élan, après 10 ou 15 ans à l'ESP. J'ai développé ça, et comme enseignement, les gens me disaient, mais t'es un peu sonné, qu'est-ce que ça a à faire de faire ça à l'école sociale? Je disais, mais pour moi, l'école sociale, les animateurs, ils devraient être plus versés dans les dimensions culturelles, sociologiques, que individuelles, psychologisantes, etc. J'ai rien contre, mais l'animation, c'est pas... On ne gère pas des cas. Voilà, on travaille avec des populations, c'est un peu autre chose. Le métier de l'animateur socioculturel, pour moi, c'est vraiment être
c'est un peu bête de dire à l'écoute des besoins, mais c'est de sentir, d'avoir l'intuition que là, tu vas pouvoir soutenir un projet qui est peut-être dans l'air du temps ou bien qui a besoin d'émerger. Et puis je pense que peut-être le rôle que j'ai essayé de jouer, jouer comme ça, c'est de valoriser en fait toutes ces petites graines de projets. Il y en a qui prennent, il y en a qui prennent pas. On ne peut pas faire un projet tout seul. Ça ne marche pas. J'entends, si n'importe quel projet, il fonctionne seulement si, en fin de compte, on a senti, on a eu cette intuition-là et on a réussi à faire émerger cette parole. Et je pense qu'on est juste des accoucheurs. Enfin, quelque chose de cet ordre-là. Le travail de collégialité est un travail tout le temps, justement, de savoir comment tu laisses la place à l'autre, comment tu l'apprends, comment tu redonnes la parole. La même chose avec les comités. Enfin, c'est un exercice où tu te remets en question, délicat, où il y a des conflits, et comment est-ce que tu arrives à les résoudre. Et cet apprentissage-là qui se fait en interne est très important pour tout ce qui est projet à l'externe. C'est-à-dire, de nouveau, quand tu es avec les habitants, c'est de nouveau comment tu travailles avec ces questions de prise de parole, de qui dit quoi, comment tu donnes la parole à l'autre, comment est-ce que tu fais émerger ça. Je pense qu'une équipe qui était assez stable, comme on l'a été au Bovresse, permettait aux jeunes aussi d'avoir une espèce de poteau, je dirais des espèces de cadre comme ça, rassurant. Ça ne veut pas dire qu'on était ni bien ni mal. Enfin, par moments, ils pouvaient être assez contents d'être avec nous. Des fois, ils nous rentraient dans le cadre comme c'était pas permis. Enfin, j'entends un peu comme des parents, d'ailleurs, c'est vrai, pour certains jeunes. Mais on représentait quelque chose d'un peu solide dans une société un peu qui perd ses repères pour un certain nombre de jeunes. Moi, je pourrais pas dire que c'était mieux avant. Je pense que c'était pas plus que ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses magnifiques qu'on a fait à un moment donné dans une société bien précise, avec des règles bien précises. Et aujourd'hui, on fait d'autres choses. Et on va aussi inventer. Quand je vois justement tout ce qui existe encore, puis qu'on n'a peut-être pas la connaissance, toujours, parce qu'on n'a des fois pas le temps, moi, j'ai les petites étoiles dans les yeux. Je me dis, mais je pourrais recommencer. Encore 35 ans. Je suis pas hors de cette idée-là. De 76 à 83, j'étais animateur socioculturel au centre de loisirs de Bellevaux-Entrebois. Je suis content, pourquoi ? À part que mes collègues étaient fantastiques, formidables, allez, un coup de... mais ils étaient vraiment formidables. Mais surtout, ce qui était formidable, c'était les jeunes, c'est eux qui m'intéressent. Des petits gars qui avaient des apprentissages de bûcherons, des gens qui étaient dans un quartier dit à peu près populaire, etc. Et ces gens, ils ont envie aussi qu'on leur fiche la paix, d'abord, et puis qu'on les écoute. Petit retour en arrière, parce que personne ne mentionnera peut-être qu'en 1953, il y a eu le premier centre de loisirs quasi de Suisse. Et il a été fait précisément à Bellevaux, sur le même terrain qui recueille le centre de loisirs de Bellevaux-Entrebois. En 1953, il y a eu un groupe de bénévoles de la paroisse de Bellevaux qui s'est intitulé un centre de loisirs il n'y avait pas le loisir, c'était délassement. Ça, c'est un mot qui est complètement vieillot, que personne n'utilise, moi que j'adore. Délassez-vous. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça formidable. Il n'y a plus personne qui parle de délassement, parce que c'est en tout cas pas prétentieux. Moi, j'ai commencé, quand je vous dis en 76, il y avait encore les derniers blousons noirs, entre guillemets, qui faisaient la loi, dans le quartier, vraiment. Ils venaient dans le centre, et puis... Moi, j'ai été les rencontrer dans les bistrots, parce qu'au centre, c'est pas possible, j'entends. Et on a parlé, on a dit, voilà. Et quand on a vu que je les respectais, eux,
ils ont toujours respecté. Même quand il y avait des bagarres des plus petits, j'arrivais. Et un jour, j'avais un début de bagarre entre plusieurs jeunes. Premier instant, c'est essayer de les séparer, quoi. C'est un peu normal, on dirait quand même, vous poussez. Je me suis senti soulevé par les épaules, déplacé comme ça, gentiment, par un mec qui faisait quasi un master. Il m'a dit, t'en fais pas, on s'en occupe. Mais ils ne sont pas intervenus brutalement. Ils m'ont mis de côté, ils ont été vers eux. Les gens ont vu que j'arrivais, ça s'est arrêté. Et j'ai travaillé là 7 ans dans des conditions formidables. On était plusieurs animateurs, animatrices. On nous fichait un peu la paix. Je veux dire par là que je n'étais pas devant un écran d'ordinateur à remplir des fiches et puis exprimer Dieu sait quoi sur des perspectives bizarres. Non, c'est eux qui avaient effectivement le pouvoir dans le sens où on écoutait ce qu'ils avaient envie et surtout on ouvrait les portes, contrairement, il me semble, à certains lieux, où on ouvrait les portes sur leur demande à eux. C'est-à-dire que moi j'ai travaillé le week-end comme un bistrot. Les gars, quand ils sortent de l'apprentissage, ils vont où? S'ils ont un centre qui est fermé, il ne faut pas le fermer à 18h, ils arrivent, ils sortent du boulot à 17h30, 17h, 18h. Donc à un moment donné, il faut aussi être à l'écoute de ces demandes. Je reconnais que le contexte a changé, je reconnais qu'il y a eu pas mal de problématiques qui n'étaient peut-être pas valables dans ces années, encore que ces années n'étaient pas faciles, il y a eu pas mal de défonces, donc l'héroïne n'était pas chère. Donc moi j'ai des tristes souvenirs aussi des gars qui ont disparu, hein. Néanmoins, il y en a pas mal qui ont évolué, qui ont changé, et le fait qu'on leur fasse confiance et qu'on rigole avec eux, parce que moi, si je vois quelqu'un qui se marre en face de moi, je me sens plus à l'aise que quelqu'un qui tire un peu la gueule, n'est-ce pas? On est d'accord. Et ces gens sont formidables, ils sont créatifs, ils sont marrants, ils font de la musique, ou ils glandouillent, mais en fait, ils sont très vivants. Le lien social est devenu très fort quand effectivement j'ai fréquenté la maison de quartier, de pouvoir tisser des liens autour avec mes voisines, qui sont devenues mes amies, enfin les personnes qui étaient à l'intérieur de la maison. Bon, faut dire qu'avant j'avais quand même fait des choses, quoi. J'avais vécu quand même avec passablement d'intellectuels, anarcho-syndicalistes. Quand j'avais 20 ans, j'ai fait des choses et tout. Et puis après, bon, j'ai eu mes enfants, donc je me suis investie avec mes enfants dans cette maison de quartier en développant des liens sociaux et tout. J'ai évolué, j'ai pris, je ne vais pas dire plus d'assurance parce que j'en avais déjà, disons. Mais en même temps, ça m'a permis à réfléchir sur, effectivement, plus loin, toujours sur l'engagement associatif et puis politique. Après, effectivement, quand on m'a demandé de faire partie, d'être sur les listes pour le conseil communal, que je regardais déjà aussi, qui m'intéressait parce que j'avais déjà eu affaire sur le préavis, ce fameux préavis maison de quartier où on a été discuté avec le groupe du conseil communal. Je connaissais des gens qui étaient au conseil communal, donc je me suis après mise sur les listes du conseil communal et puis maintenant depuis 2008 je suis au conseil communal et puis en plus cette année je vais être présidente du conseil communal. Donc vraiment c'est pour moi une évolution, je dirais. Mais aussi, par exemple, avec les personnes handicapées, puis je les connaissais bien et tout, et une personne handicapée m'a demandé, à un moment donné, il en avait marre d'être avec son tuteur parce qu'il n'avait aucun contact, et puis moi, il me croisait souvent à la maison de quartier, donc il m'a demandé d'être sa tutrice. Ce que j'ai fait, j'ai pas dû réfléchir en me disant qu'est-ce que ça va interférer dans ma vie personnelle, professionnelle et tout. Je me suis dit oui, en quoi ça consistait et tout, et puis voilà, une fois que j'ai compris qu'il fallait justement tenir ses comptes, un petit peu le coacher, mais comme il est aussi bien coaché par la maison de quartier, donc ça, je suis pas toute seule, donc en fait, j'ai accepté. Donc je suis tutrice, enfin tout ça m'a amené à évoluer, puis à prendre différentes
responsabilité, un peu plus de responsabilité. Et puis c'est aussi ça la maison de quartier, pourquoi on est toute une équipe. Donc cette équipe, on la porte, cette équipe, on est ensemble, on est soudés. Il n'y a pas en tout cas à Sougar, on n'a pas de difficultés, de relations entre comités, animateurs. Donc tout marche bien, tout fonctionne bien. Et ça, en fait, je dis toujours, ça ne prend pas énormément de temps. Donc, il faut juste être là, à l'Assemblée générale, écrire des courriers ou faire partie... Enfin, 2-3 choses qu'on peut le faire, mais sans que ça devienne une charge. Ça me permet aussi de faire ce lien entre maison de quartier et vie politique, parce que je peux peut-être ramener des choses de par mes liens aussi, de pouvoir passer. Enfin, je trouve qu'il y a une continuité, mais sans... en fait, parce que ouais, tout est en lien. Enfin, les centres de loisirs sont gérés par la FASEL, par un municipal et tout. Donc, pour moi, c'était un peu une continuité. Et puis, je le fais vraiment avec plaisir, quoi. Donc, et ça, je trouve que c'est bien. Je n'aime pas du tout le terme d'éducation populaire, parce que pour moi, parler d'éducation populaire, c'est un peu comme dire qu'on a contribué à la construction de la Grande Muraille de Chine, parce qu'un jour, on a apporté un sac de ciment. Hein, c'est tout petit. Hein. Mais il y avait déjà une tradition populaire théâtrale en France qui était très forte autour de troupes qui avaient une activité extrêmement intense, des gens comme Jacques Copeau et Jouvet, qui a toujours fait un théâtre populaire. Et puis, nous, on était partis un petit peu dans cette optique en se disant que ce qu'on pouvait apporter aux gens au travers du théâtre, c'était un certain nombre de connaissances. C'était connaître des époques, connaître des milieux, connaître des sociologies d'un moment, bref, élargir des champs de connaissances. Il y a quelques années de ça, avec ma collègue Caroline de Cibourg, nous avions décidé de monter un spectacle avec des immigrés. Pôle Sud a toujours accueilli des cours de français et il y avait, au niveau de ces gens venus d'horizons complètement différents, l'espoir, la possibilité de monter un spectacle. Et ce qui s'est fait, et nous avions des gens de 19 nationalités différentes dans ce spectacle, certains qui venaient d'Amérique du Sud, d'autres qui venaient du Moyen-Orient, il y avait même quelqu'un qui venait de Suisse allemande, c'est dire si on ratissait large. Et c'était une histoire, j'avais écrit une histoire qui se basait sur une vieille légende jurassienne qui se passait à l'époque des croisades. J'ai écrit un texte, j'ai abordé la mise en scène, et puis je me suis rendu compte que les gens ne comprenaient rien à ce que je racontais. Hein, parce que pour les Sud-Américains, pour des gens qui viennent du Moyen-Orient, le Moyen-Âge, l'époque des croisades, c'est pas du tout le même que pour nous. Hein. Donc à un moment, j'ai arrêté les répétitions, et je crois pendant 2 semaines, 4 soirs, j'ai parlé du Moyen-Âge pour qu'ils sachent où ils allaient, pour qu'ils sachent comment on vivait ici au XIIIe, XIVe siècle. Hein. Et pour moi, c'était aussi ça mon rôle dans le théâtre. Ça, c'est mon expérience, parce que dans le cadre de Movendo, j'ai donné des cours sur la communication où j'avais des gens qui étaient des manuels. Et des manuels, j'ai eu des maçons portugais, par exemple. Hein. Et quand on parle d'éducation populaire, je me trouvais en face de mecs qui avaient croupi dans les geôles de Salazar, qui avaient une expérience de la vie et de la souffrance à laquelle moi je ne pouvais absolument pas prétendre. Et ces gens-là m'ont appris bien plus de choses que moi je ne leur ai appris.